Bonjour à toi et bienvenue dans ce troisième épisode du rendez-vous économique. Dans ce rendez-vous économique là, on va aborder trois sujets. On va aborder tout d'abord le sujet de Tesla et les difficultés qui sont en train de traverser. Ensuite, on va parler du risque qu'il y a pour une potentielle troisième guerre mondiale. Et pour finir, on va parler des taux de la Fed. Qu'est-ce que maintenant ils vont faire? C'est la grande question. Est-ce qu'ils vont baisser les taux, pas baisser les taux, augmenter les taux, maintenir les taux? On va aborder ça à la fin de ce rendez-vous économique là. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Tesla, c'est la pire journée depuis la pandémie, d'accord? Pour eux, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont averti, donc le constructeur de véhicules électriques a averti que son taux d'expansion cette année serait considérablement plus faible. Donc en gros, ils ont déclaré leur objectif annuel, d'accord, c'est ce que font chaque entreprise, et ils ont déclaré des objectifs annuels beaucoup plus faibles, ok, que ce qui était prévu, ok. Donc du coup, ben, forcément, qui dit baisse de l'objectif dit baisse de la confiance en son entreprise, etc., etc. Et donc du coup, les actions de Tesla ont chuté de 12%, ok, en un jour. Et en gros, ils ont perdu, la valeur de Tesla a perdu en un jour 80 milliards de dollars. C'est la plus grosse baisse depuis ben, la pandémie, d'accord. Là ici, pour un peu illustrer ce texte-là, on a un document qui montre les performances journalières de Tesla, ok, depuis 2021, ok. Et là, on voit que ben, depuis, on a cette barre-là, c'est la pire. Il n'y a pas plus bas, ok, depuis la pandémie, donc la pandémie 2020-2019, on n'a pas accès sur ce document-là. Mais voilà, ça montre bien la chute, ok, la chute de l'action en un jour, qui est ben, vraiment gigantesque, hein. On parle de 80 milliards de dollars de pertes en un jour. On voit que la barre descend beaucoup plus bas que la moyenne, hein. Ok, on a une moyenne, voilà, on reste quand même assez homogène. Et ici, on a une barre qui descend ben, relativement fort. Forcément, hein, une entreprise comme Tesla qui annonce des objectifs plus faibles alors que tout le monde pense que voilà les véhicules électriques c'est l'avenir, tout ça, et ben on a un objectif qui est revu à la baisse. Ben, forcément ça a un impact sur les marchés. Donc on va aller voir ce que ça a donné directement sur TradingView. Donc voilà Tesla, ici on se trouve au moment où bah, ils ont sorti, ils ont fait leur communiqué. Et on voit qu'il y a eu un spread, d'accord, à l'ouverture du marché. Du plus haut au plus bas, on a eu quand même moins 15%, d'accord. Et la journée, du coup, la journée s'est clôturée à, voilà, on a la bougie qui s'est clôturée ici, la bougie qui se clôture ici. Donc du plus bas au plus bas, on est à moins 12,13%. Donc on est bien sur les moins 12% annoncés dans l'article. Par contre, euh, ce qui est intéressant de voir, on va le faire juste après ce sujet de Tesla, mais on va voir qu'il y a une opportunité du coup à l'achat concernant Tesla. On regardera tout ça par rapport au setup, etc., etc. Mais ça, on le verra dans un second temps. C'était vraiment pour vous montrer que, bah, en fait, là, voilà, on a une chute, d'accord. Tout ce trou-là, en fait, tout ce vide, tout ce gap ici qu'on voit ici, c'est dû à ce qu'a annoncé Tesla concernant leur objectif et et qui pensaient qu'ils allaient avoir une expansion beaucoup plus faible qu'espéré. Donc voilà. Donc ici, on voit deux documents intéressants. On voit en fait ici on compare la capitalisation boursière de Tesla face à une entreprise qui selon moi va être une belle opportunité pour 2024 qui est Eli Lilly. C'est une entreprise dans tout ce qui est pharmaceutique, d'accord. Et ici on compare Tesla à Nvidia, donc deux entreprises qui sont dans le secteur de la technologie. Donc Tesla c'est plus dans le secteur des véhicules et Nvidia plus dans le secteur des puces électronique, pour l'intelligence artificielle, etc. etc. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit vraiment que Tesla, depuis mi-2023, on a une tendance baissière qui se crée, d'accord. Donc voilà, notamment c'est assez compliqué pour Tesla avec l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché de l'automobile électrique, etc., etc. Tesla, ça a été quasi les premiers à entrer sur ce marché-là, mais là c'est un marché qui est en train d'être en expansion, d'accord. Il y a des nouveaux entrants sur le marché, etc. Donc ça forcément, il y a des parts de marché qui sont récupérées, etc. Donc voilà, ça montre que le marché de l'automobile électrique va être de plus en plus complexe. Et ici, on voit que ben, la capitalisation boursière de Eli Lilly, donc on va en parler juste après,
elle est croissante et stable et homogène. Ok, donc ça c'est très intéressant à voir. Et ici, on voit qu'il y a un spread qui se crée, il y a un écart. On a tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle, les puces électroniques, etc. qui augmentent. Ok. Tandis que là, on a le marché des véhicules électriques qui chute. Ok. Ça c'est intéressant de regarder ça parce que ça montre que c'est deux entreprises qui sont dans la technologie, d'accord, mais la technologie c'est vaste, d'accord. On a des secteurs qui sont en pleine croissance et des secteurs qui au contraire sont un peu plus difficiles, dû comme je le répète à l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché. Mais là on va pas rentrer en détail dans cette vidéo là parce que sinon ça va être beaucoup trop long, on a deux autres sujets à aborder. C'est un sujet qui demande juste une vidéo complète pour présenter les nouveaux entrants, etc., etc. Mais je le ferai si ça vous intéresse. Mais en gros voilà, ce qui a été intéressant ici de voir, c'était que ici on a deux entreprises technologiques, donc le secteur de l'automobile électrique qui chute, tandis que tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, tout ça, là ça augmente, il n'y a pas de souci. Donc en fait dans le secteur, dans ce secteur technologique là, il y a plusieurs sous-secteurs. Ok. Ici on voit que Tesla s'accroche à peine en tant que dixième plus grande valeur du SP 500. Elle a déjà perdu deux places cette année, étant dépassée par Berkshire Hathaway et Broadcom. Il semble qu'Eli Lilly ait également brièvement dépassé le constructeur automobile en valeur marchande. Ok, on l'a vu juste ici. Stimulé par l'espoir de ces médicaments anti-obésité, donc ça c'est ce qu'on va en parler juste après. Mais en gros, Eli Lilly voilà, se place en tant que concurrent dans le secteur des médicaments anti-obésité. Ils ont sorti des nouveautés par rapport à ça, donc c'est quelque chose qui, on va le voir, va potentiellement être une nouvelle mode, surtout en Amérique, aux États-Unis. Ce bond a fait de Eli Lilly la plus grande entreprise de soins de santé au monde avec une valorisation d'un peu plus de 595 milliards de dollars contre environ 580 milliards de dollars pour Tesla. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Globalement on voit que Eli Lilly grimpe au classement petit à petit. C'est une entreprise qui commence à faire pas mal de... Enfin qui commence, elle était quand même voilà, très connue. On parle de la plus grande entreprise de soins de santé du monde. Mais là encore plus avec ces nouveaux médicaments anti-obésité, on en parlera après. Et par contre, contrairement à Tesla qui elle dégringole, d'accord, dégringole, vous imaginez bien en perdant 12% de sa valeur marchande, elle ne peut que dégringoler. Donc on voit vraiment que, en fait, ouais, voilà, on a une Tesla qui est dans une tourmente un petit peu, voilà, c'est assez compliqué. On voit que vraiment, on va pouvoir aller voir juste après le graphique de Tesla, mais on est sur une tendance baissière depuis ouais, mi-2023. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ce tech nous dit que la chute de Tesla en bas du top 10, d'accord, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est assez triste pour l'entreprise, mais on a potentiellement une opportunité. Le dépassement de Lilly, c'est un tout autre sujet. Ça signale un changement dans l'appétit des investisseurs. Ok, les investisseurs font, on voit qu'il y a une baisse de la confiance dans le marché de l'automobile électrique, d'accord. Il y a eu une hype, enfin, à un moment il y a eu une hype, etc., qui a fait que ça a augmenté très massivement, mais là on voit qu'il y a un changement dans la vision, l'appétit des investisseurs. Les fabricants et fournisseurs de véhicules électriques ne sont plus achetés sur la promesse d'une adoption massive. Euh, Au lieu de cela, tout ce qui concerne la perte de poids est devenu populaire. Il est possible que la perte de poids soit la prochaine mode, surtout aux États-Unis. Alors vous savez qu'aux États-Unis, il y a un taux d'obésité qui est énorme. Et en fait, Eli Lilly, en fait, je pense que c'est leur stratégie, c'est surtout de surfer sur cette obésité-là aux États-Unis en sortant des nouveaux médicaments anti-obésité, etc. Et il y a de fortes chances, connaissant les Américains, leur hype et tout ça, ils sont très consommateurs, tout ça. Je pense que ces médicaments-là devrait faire fureur là-bas, d'accord. On connaît les Américains, dès qu'il y a quelque chose qui sort, hop, voilà, c'est la société de consommation à son paroxysme là-bas. Donc je pense que quand ça va sortir là-bas et que ça va se démocratiser, je pense que ça va être une mode et qu'on pourrait avoir une action Eli Lilly qui prend énormément qui prend énormément d'ampleur tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est réellement à suivre et on va pouvoir aller voir sur les graphiques euh, les différentes actions des entreprises qu'on a parlé là, donc Tesla et Eli Lilly, pour voir les différentes opportunités qu'il pourrait y avoir. Donc à ce niveau-ci, on est sur le graphique de l'action, on est sur le cours de l'action Tesla. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, voilà, depuis mi-2023, voilà, juillet 2023, on était sur plutôt voilà, une structure baissière. Ok, là on va plus parler fondamental, on parle purement graphique. Donc vous commencez à avoir l'habitude avec les rendez-vous économiques. Première partie, on parle de la fondamentale et deuxième partie, on parle de la technique pour voir ce que
la fondamentale peut nous apporter niveau technique et dans notre trading quotidien pour pouvoir bénéficier et faire des gains sur les marchés financiers. Ok, donc là on est sur la deuxième partie, la partie technique. Donc comme je vous ai montré depuis juillet 2023, donc mi-2023, on a une structure plutôt baissière. Ok, l'annonce de la baisse de l'objectif a permis au prix de chuter pour revenir dans ce POI là 3 weeks, ok. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez? On voit une belle zone de liquidité, d'accord. Ici, on a un point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche, 4 points de touche, 5 points de touche, 6 points de touche. Et donc du coup, vous voyez qu'on a quand même un marché qui est quand même assez overextended, d'accord. À ce niveau-ci, on a encore un bloc institutionnel non mitigated, on a encore de l'imbalance à ce niveau-ci. Euh, donc tous ces termes, si jamais vous les comprenez pas, j'ai un compte TikTok qui vous permet de vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est, mais également sinon j'explique tout ça dans mon école en ligne. Petit aparté. Euh, voilà. Donc ici on a potentiellement un prix qui va devoir retracer pour revenir potentiellement sur ce POI là avant de venir faire les plus hauts. Mais avant pour pouvoir retracer, il a besoin de liquidité, d'accord. Et à ce niveau-ci, il en a de la liquidité. Il y a énormément de SL qui se trouve ici. Donc bon, moi je vois le prix venir faire un mouvement aussi à ce niveau-ci, récupérer la contrepartie pour faire un retracement jusqu'à potentiellement ce POI là ou alors même ce bloc là, même si ici c'est un peu moins probable. Euh, donc voilà, ici je vois une expansion, d'accord, du prix de Tesla. Donc je sais pas ce qui se passera pour eux en 2024, peut-être que il va y avoir une surperformance au niveau de leur objectif, d'accord. Comme ils ont revu leur objectif à la baisse, bah, peut-être que ça va leur permettre de surperformer leur objectif et que du coup l'action va prendre en valeur pour venir chercher cette liquidité là. Mais dans tous les cas, moi qu'est-ce que à quoi je m'attends? Je m'attends à peu près sur du daily à une accumulation, d'accord, venir accumuler pour venir chercher des plus hauts. Et là qu'est-ce qu'on a ici? Donc on va hop, réduire ici pour que ce soit un peu plus visible. Ici on a une belle accumulation. Ok, on la voit l'accumulation. Hop, mince, tac. Ici on a une création de liquidité, une création de trendline, une création de support, ok, avec cette mèche là et cette mèche là, le prix qui vient en dessous et qui part, ok. Donc si jamais on a un BOS à ce niveau-ci, ok, si on a un BOS, une cassure de la structure à ce niveau-ci, je pense qu'un investissement, enfin moi personnellement j'investirais sur Tesla à ce niveau-ci, voilà, avec un stop ici et venir target des plus hauts, mince, hop, venir target des plus hauts potentiels. Voilà, on a un bloc institutionnel ici non mitigated, ok, donc qui peut constituer notre TP final, ok, à ce niveau-ci. Donc il y aurait une belle performance. Donc si tu utilises un effet de levier, tu prendrais voilà, quasiment 6 fois ton risque. Et si tu investis sans effet de levier, tu prendrais 64%. Bon, par contre, ce sera une position qui dure assez longtemps, hein, d'accord. C'est pas une position qui va se terminer en un jour ou deux, mais potentiellement ici il y a une, euh, une performance à faire de à peu près 65% sur cette action, donc c'est non négligeable, d'accord. Alors après attention, hein, c'est pas impossible que le prix vienne faire ce BOS là, vienne complexifier l'accumulation, mais dans ce cas là bah, c'est possible de re-rentrer, hein, d'accord. On prendrait une perte mais on peut re-rentrer pour bénéficier de la future hausse, parce que bon, vous voyez toute cette liquidité là, toute cette trendline là, ok, elle n'est pas faite pour rien, d'accord, elle va venir se faire chercher, c'est obligatoire, hein, d'accord, c'est obligatoire. Et puis dans tous les cas, même s'il n'y avait pas cette trendline là, Tesla est bullish, hein, d'accord. On a globalement on a un low ici, un high ici, un low ici et un order flow ici, hein. Donc globalement on est bullish. Donc même s'il n'y avait pas cette trendline, j'aurais pris un achat. Mais là la trendline en fait ici, cette zone de liquidité monstrueuse me rajoute de fortes probabilités dans mon sens. Concernant l'entreprise pharmaceutique Eli Lilly, c'est un peu plus compliqué d'intervenir dessus, malheureusement, étant donné qu'on est très overextended, ok. Moi, je m'attends à un retour dans ce bloc-là, ok. Je m'attends à un retour dans ce bloc-là, ce qui équivaut à un POI monthly, il me semble. Ouais, voilà. Moi, je m'attends à un retour dans ce bloc-là pour chercher une manipulation, pour chercher une accumulation en daily et pour pouvoir potentiellement voilà, spéculer à la hausse. Sauf que là le problème c'est que voilà, même si on va en daily et qu'on, enfin vous voyez on est quand même assez overextended, d'accord. On est à partir de là, bah, enfin même si on voit un ralentissement ici, qu'on voit une sorte d'accumulation ou quoi, vu qu'on est overextended, vous voyez ce bloc là n'est pas mitigated, ce bloc là non plus, c'est trop risqué en fait de rentrer à ce niveau-ci. Ok, donc bon, courant 2023, ok, on est que en février, hein, donc l'année ne fait que commencer.
j'espère moi un retracement, ok, jusqu'à minimum ce bloc ou bien ce bloc là, et là à partir de ce moment là je pourrais chercher une accumulation pour finir, pour venir chercher des plus hauts, ok, mais là on est sur les plus hauts historiques, on est overextended, ok, vous savez très bien qu'en finance, quand on est sur des plus hauts historiques, c'est jamais là où il faut investir à l'achat, ok, il faut toujours attendre un retracement, ok, sinon tu te places en même temps que la dumb money, qui investissent avec l'euphorie, avec les médias, etc. Et bon, bah, t'es à contresens, hein, clairement. Donc, c'est pas grave, on patiente, même si c'est possible que le prix continue à faire des plus hauts et qu'on soit pas dans le mouvement, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas qu'une seule action qui existe dans le monde, hein. Il y en a des milliers et des milliers. Donc, il y a des opportunités sur le marché. Là, sur Eli Lilly, qu'est-ce que je m'attends? Je m'attends à un retracement, ok. Et quand on arrivera dans ces eaux-là, chercher une accumulation pour venir acheter et du coup profiter de cette potentielle nouvelle mode qu'il y aura aux États-Unis et en Europe aussi, hein, parce que bon, c'est pas dit dans le diapo, mais en Europe, il y a Eli Lilly qui a eu un accord avec l'Europe pour commercialiser deux nouveaux médicaments. Ok, bah c'est marqué là, très bien. Euh, donc du coup, ça pourrait aussi, ils pourraient importer aussi leurs médicaments en Europe. Ok, donc voilà, pour essayer de bénéficier de cette nouvelle mode là et d'être à l'achat quand Eli Lilly va exploser, eh bien, il faudra pour moi qu'il y ait un retracement et venir chercher une accumulation ici. Ok. Tant que je ne vois pas ça sur mon graphique, je ne rentrerai pas. Ok. Donc on va on va attaquer le deuxième sujet de ce rendez-vous économique là. Euh, Est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale ou pas? Euh, alors, l'ancien président Donald Trump a proclamé sur les réseaux sociaux que nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. Bien que cette évaluation soit un peu exagérée, une recherche dans Bloomberg News Trends, qui compte toutes les actualités apparaissant sur le terminal, y compris celles provenant de sources tierces, suggère qu'elle a une certaine actualité. Ok. Donc, pour expliquer cette phrase-là, ici on a un document qui montre toutes les news qui parlent de la Troisième Guerre mondiale, d'accord. Et on voit qu'ici on atteint des plus hauts depuis un an quasiment, plus d'un an, depuis 16 mois, d'accord. Depuis 16 mois, c'est le sujet d'une troisième guerre mondiale est au plus haut, d'accord. Donc sans compter bien sûr l'invasion en Ukraine, tout ce qui est l'assassinat du commandant militaire iranien, tout ce qui est voilà, la présidentielle 2016, etc., avec Donald Trump, etc. Si on enlève ça, tout ça là, on voit qu'on est quasi au plus haut. Ok, le sujet de la troisième guerre mondiale est dans beaucoup de sources. Ok. Euh, les histoires sur la troisième guerre mondiale sont à leur plus haut niveau depuis 16 mois, en dehors de la campagne présidentielle houleuse de 2016, l'invasion de l'Ukraine et de l'assassinat, comme je vous l'ai dit, en janvier 2020. Les discussions sur une autre conflagration mondiale sont à leur plus haut niveau depuis une décennie. Ok. Si on enlève ça, ok, ça fait plus d'une décennie qu'on est au plus haut. Ok. Euh, mais on va le voir dans la slide d'après, il n'y a personne qui semble, même si on a voilà, beaucoup de red flag, on a beaucoup d'articles qui parlent de ça, ça n'a pas l'air d'inquiéter tant que ça les investisseurs. Et on va expliquer en fait les raisons qui pourraient faire que ça ne... Voilà, les problèmes géopolitiques ne sont pas trop pris au sérieux par les investisseurs. On va le voir de suite. C'est ce que je vous disais juste avant, pourquoi je dis que les investisseurs ne semblent pas se soucier de ces problèmes géopolitiques, c'est que généralement, quand tu as une guerre, quand tu as voilà, un gros conflit, tu as les actions qui dégringolent, d'accord, les actions, le marché actions dégringole, d'accord, c'est ce qu'on peut voir notamment quand il y a des récessions, etc. Là c'est pareil, sauf que là, on a des tensions géopolitiques dans tous les sens, les articles parlent de plus en plus, du coup comme je vous l'ai montré là, on est sur un pic, ok, des sujets, des articles qui parlent de la Troisième Guerre mondiale, etc. Mais le marché action ne cesse pas de monter en fait. Donc pourquoi? On va essayer d'essayer de comprendre ce phénomène-là on a des tensions géopolitiques dans tous les sens, mais le marché action devrait chuter, mais il monte, ok. Une partie du problème réside dans la désensibilisation progressive aux mauvaises nouvelles, qui signifie que chaque nouveau choc doit être plus important que le précédent pour avoir le même impact. Après une série d'atrocités, ils commencent à perdre leur capacité à nous ébranler. Les dernières années ont été marquées par suffisamment de surprises géopolitiques venues de nulle part pour que ce dernier événement n'ajoute pas à la peur dans les salles de marché. Donc en fait, pour dire, pour résumer ce texte avec d'autres mots, on est tellement habitué aux atrocités, avec la guerre en Ukraine, avec ce qui s'est passé avec entre la Palestine et l'Israël, tout ça.
que en fait les nouvelles news qui nous font penser, enfin qui nous donnent tous les red flags avec des tensions géopolitiques, etc., nous paraissent minimes en fait, ok. Par exemple, le conflit en mer Rouge, ok. Je vous rappelle quand même que c'est les États-Unis qui sont en conflit contre les Houthis, qui sont soutenus par l'Iran, ok. Donc indirectement, on a une tension entre l'Iran et les États-Unis, d'accord. Mais ça, cette news-là, ça ne choque personne, étant donné que on est désensibilisé en fait. La population est désensibilisée au conflit en fait. Il y a eu tellement d'atrocités que en fait, bon ok, un conflit en mer Rouge, ça paraît banal. Sauf que quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'est plutôt chaud. Ok, pareil, entre la Chine et Taïwan, il y a eu, voilà, il y a des tensions géopolitiques énormes qui sont en train de s'apaiser petit à petit, mais voilà, ça ne choquait personne, ok. Donc voilà, la première raison au fait que le marché ne cesse de monter et que le marché action ne cesse de monter et que personne ne fait trop attention aux tensions géopolitiques qu'il y a dans tous les sens, c'est que en fait on est habitué à avoir de l'horreur tout le temps, voilà, voilà, les années passent, plus les news qu'on a c'est atroce. Donc du coup en fait ça ne choque plus personne en fait. Okay, c'est quasiment normal, d'accord. Sauf que quand on creuse un petit peu, ben, quand on fait le lien entre toutes les tensions géopolitiques qu'il y a, voilà, la Russie et l'Ukraine, Israël et la Palestine, les États-Unis et l'Iran, ok, indirectement, parce que bon, l'Iran soutient les Houthis qui eux sont en conflit avec les États-Unis, d'accord. Donc du coup voilà, quand on creuse un petit peu, il y a des tensions dans tous les sens et ça monte, la température ne fait que monter et c'est assez chaud. Mais bon, ça n'a pas l'air de choquer grand monde, premièrement, à cause de la désensibilisation. Et deuxièmement, on va parler du pétrole de suite. Donc on va parler maintenant de la deuxième raison qui fait que les marchés ne cessent de monter. Euh, le marché des actions, d'accord, et que du coup ce qui prouve que les investisseurs voilà, n'ont pas conscience en fait, forcément pleinement conscience du risque géopolitique qui plane et que les actions pourraient chuter fortement, c'est le pétrole. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le pétrole c'est un gros indicateur pour tout ce qui est tension géopolitique, d'accord. Généralement quand il y a un gros événement géopolitique, etc., on a le pétrole, on a le prix du pétrole qui augmente. Sauf que là en gros ce texte nous dit que si le prix du pétrole, en gros ce que se disent les investisseurs, c'est que si le prix du pétrole ne grimpe pas, le risque ne peut pas être si grand, ok. Et donc du coup on peut rester dans le train des actions, ok. Donc en d'autres termes, si le pétrole il grimpe pas en flèche, là on voit qu'il grimpe, hein, mais comme il grimpe pas en flèche, comme c'est contrôlé, bon, on peut rester dans nos actions, c'est sous contrôle, ok. Et du coup ici on a un graphique qui montre le prix du pétrole brut, ok, son évolution avec les événements géopolitiques qui se passent en mer Rouge. Donc ici on a l'attaque des Houthis, d'accord. Hop, on a un prix du pétrole qui monte et hop, on retrace. Ici on a les Houthis qui attaquent un transporteur américain, hop ça augmente, hop ça retrace. Donc ici on voit qu'il y a une structure haussière qui se met en place, mais pardon, c'est très lent, ok, très lent, et il y a rien d'alarmant, d'accord. On a un pétrole qui monte petit à petit, mais bon, c'est pas en flèche comme on a pu le voir avec l'invasion en Ukraine ou autre. C'est très contrôlé, ok. Et donc du coup ça, en fait, ça malheureusement, ça rassure les investisseurs par rapport aux conflits géopolitiques qui sont contrôlés, d'accord. Euh, et donc du coup, forcément, même s'il y a des risques géopolitiques, euh, les investisseurs ne creusent pas forcément, ils s'arrêtent juste au graphique du pétrole et puis point barre. Donc du coup voilà, c'est pour expliquer en fait pourquoi il y a des tensions géopolitiques dans tous les sens, hein. Si vous lisez un petit peu des news économiques, etc., Bloomberg ou autres, vous allez le voir, hein, c'est vraiment affligeant ce qu'on voit. Mais bon, on a un marché des actions qui ne cesse de monter et voilà, on a des investisseurs qui sont plutôt confiants, d'accord. Donc voilà, ça c'était les deux raisons. Donc une première raison c'est la désensibilisation et la deuxième c'est que les investisseurs majoritairement se réfèrent uniquement au prix du pétrole. Donc on voit qu'il augmente, donc ça c'est mauvais signe, hein, réellement. Mais bon, on voit que c'est pas une montée aussi vive qui pourrait là par contre alarmer les investisseurs. Et moi ce qui me fait dire aussi qu'on a des tensions géopolitiques énormes et que ça risque de partir un peu en cacahuète, c'est que on a des similitudes sur le marché. Donc là on est sur le cours de l'action Lockheed Martin Corporation. Donc c'est la plus grande entreprise d'armement du monde, d'accord. Donc quand il y a un conflit
Quand il y a un conflit voilà, militaire, bah, forcément cette action, on le voit, augmente, d'accord? C'est la plus grande entreprise d'armement enfin, militaire, tout ça du monde. Et on l'a vu, hein, ici, ça a été l'invasion en Ukraine, ok? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Lockheed Martin. Donc l'invasion en Ukraine, ici, ok, c'est le 24 février 2022. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'action a pris quasi 25%, ok, 21% pardon, en 10 jours, ok, donc c'est gigantesque, ok, on a eu on a une forte augmentation. Et qu'est-ce qu'on a vu à la base de, juste avant le conflit, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une accumulation, d'accord? Ici, c'est une accumulation. Donc là, vous l'avez compris, hein, on est sur la deuxième partie, on a vu la fondamentale et maintenant j'appuie avec la technique. Ici, on a eu une création de liquidité, une prise de liquidité et on part. Ok, et là, qu'est-ce qu'on est actuellement sur le, sur le marché? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans un POI weekly, il me semble. Voilà, 3 weeks, ok. On est dans un POI 3 weeks. Et à l'intérieur, en daily, qu'est-ce qu'on voit? Bah, le même schéma, hein, d'accord, le même schéma qu'ici. Ok, juste avant la guerre en Ukraine, on a une belle accumulation. Bah, là, qu'est-ce qui se passe? On a des conflits géopolitiques dans tous les sens. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une accumulation, d'accord. On a une accumulation. Donc ici, on a un ralentissement. Ok, avec ces mèches-là, ça crée un support. Ok, si on va sur du peut-être du 8 heures, on va le voir. Ok, voilà, tu vois toutes ces mèches-là qui rebondissent. Un rebond ici, un rebond ici, un rebond ici. On vient en dessous. Bon, là, à mon avis, il va y avoir une complexification de l'accumulation. Ok, potentiellement pour venir faire une seconde liquidation et partir. Mais en gros, c'est pas forcément l'important là d'avoir le bon timing. L'important c'est de voir qu'en fait le timing est trop parfait. Il y a des conflits géopolitiques dans tous les sens. Et comme par hasard, la plus grande entreprise euh, de, de- 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 militaire, d'armement au monde est en train d'accumuler en fait dans un point. Ok, on voit que c'est ce bloc institutionnel là, hein, c'est le dernier mouvement baissier avant l'augmentation. On revient dans les ordres en négatif, on revient dans les ordres en négatif ici. Le Compound revient dans ce bloc là et entame une grosse accumulation. Ok, donc ça c'est un red flag. Ok, ça c'est les investisseurs, la plupart des investisseurs ne regardent pas ça, d'accord? Ils regardent, ils lisent les articles, d'accord? C'est bien, ils écoutent ce qu'il y a sur dans les articles économiques et tout ça. C'est bien de lire les articles économiques, d'accord, mais il faut ensuite les interpréter parce que les articles économiques, bien sûr que ils veulent pas affoler la population. Les articles économiques, les journaux ne vont pas dire euh, oh, faites attention, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Non, c'est normal. Leur but, c'est aussi de réguler un petit peu le sentiment de la population. C'est voilà, c'est pas nouveau que les articles, enfin tout ce qui est médias, journaux, c'est contrôlé, d'accord. Ils savent quoi dire à quel moment. Donc voilà, la plupart des investisseurs ne regardent que les articles, regardent le prix du pétrole très bien, mais ils ne regardent pas ça. Et moi, ça pour moi, c'est le plus gros red flag. Ok, on a des tensions géopolitiques à droite à gauche, ok, partout, ça part en cacahuète partout. Et en plus, on a la plus grosse entreprise d'armement du monde qui est en train d'accumuler. Et voilà, une accumulation, ça laisse toujours place à des plus hauts. Comme on l'a vu, invasion en Ukraine ici, hop, on a une accumulation. Exactement pareil, ok. Donc ici, voilà, ça c'est un indicateur aussi hein, qui moi me fait dire que il va y avoir un conflit qui va dégénérer et à ce moment-là l'accumulation va être terminée, on va avoir un BOS et puis le prix va partir. Ok. Euh, et donc ici, si on parle purement technique et purement essayer d'avoir le bon timing, ici un investissement pourrait être intéressant à partir d'ici avec un stop loss juste ici. Ok, donc là tu t'exposes à 3,23%. Et par contre, tu vois, hop, si tu vas chercher l'order flow, ici, hop, tu as voilà, un potentiel de 17% sur cet investissement là si tu rentres à ce niveau-ci, à ce BOS là. Ok, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, c'est ce qui pourrait se passer. Fais tes recherches de ton côté. Mais voilà, en gros, pour faire un résumé de ce sujet là, on a selon moi, et comme le dit Donald Trump, un risque de troisième guerre mondiale euh, par rapport à tous les conflits géopolitiques qu'il y a, et aussi appuyé par ce qu'on voit, ce qu'on a vu sur le graphique par rapport à l'action Lockheed Martin. Et par contre, on a un marché d'actions qui augmente parce que ben, la population est totalement désensibilisée et qu'on a un prix du pétrole qui augmente, mais pas de manière drastique, comme ce qui pourrait alerter les investisseurs. Donc voilà, on va passer de suite au troisième sujet et le dernier sujet de cette vidéo. Donc du coup, pour finir, le troisième sujet de ce rendez-vous économique là, ça va être par rapport au taux de la Fed, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. Donc on va s'appuyer sur deux documents, d'accord, ici et ici, pour essayer de voir ce que vont faire ce que va faire la Fed en fait concernant les taux d'intérêt. Alors moi, j'ai mon avis tranché et qui pour moi euh, est pas loin de la vérité. Mais je vous le dirai à la fin. Donc si vous voulez prédire que les taux ne baisseront pas aussi rapidement que tout le monde semble penser, vous pouvez utiliser les dernières enquêtes de l'Institut
of Supply Managers sur le secteur manufacturier. Donc qu'est-ce que le secteur manufacturier? Le secteur manufacturier, c'est tout ce qui concerne les entreprises qui transforment la matière première en bien. Ok, donc tout ce qui est par exemple, voilà, tu transformes, je sais pas moi, du plastique, tu fais fondre du plastique, etc. Tu le transformes pour en faire des stylos, ben ça c'est une entreprise manufacturière. En fait, tout ce qui est secteur manufacturier, c'est quand il y a une transformation de matière première pour en obtenir un produit derrière. Ok, c'est un secteur qui est très regardé, ok, pour tout ce qui est c'est le secteur le plus important hein, pour une économie, parce qu'en fait le secteur manufacturier ça comprend tout, ça comprend le prix à la production et le prix à la vente. En fait le prix que tu vois dans les magasins, par exemple, je sais pas, tu vas un vendeur de basket, le prix que tu vas voir dans le magasin de basket va dépendre totalement de son coût de production, d'accord. Si jamais pour produire les baskets ça coûte 2 euros, bah, ils peuvent le mettre à 10 euros. Par contre, si pour produire cette même basket ça coûte 20 euros, bah, ils vont pas le mettre à 20 euros, d'accord. Donc en fait, le secteur manufacturé reflète très très bien euh, comment dire, la fluctuation des prix dans notre vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est le secteur le plus regardé. Tout le temps t'entendras parler de secteur manufacturier, etc. etc. ok. Bref, ça c'était un petit aparté pour vous expliquer ce que c'est le secteur manufacturier. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aux États-Unis, les nouvelles commandes et les prix ont brusquement augmenté. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le graphique. Euh, certaines suggérant que le secteur ne se contractait pas et que certaines pressions inflationnistes pourraient encore persister. La proportion d'entreprises se plaignant de la hausse des prix était la plus élevée depuis 9 mois. Donc du coup, ça nous montre que les prix à la production, si les entreprises se plaignent de la hausse des prix, ça veut dire qu'ils se plaignent de la hausse des prix des matières premières. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une hausse du coût de la production. Et si ça coûte plus cher de produire par exemple une basket, bah, tu vas la vendre plus cher. Donc d'un coup, ça a un impact sur les prix de la vie de tous les jours. Ok, donc là c'est un peu dommage parce que le noir est un peu caché derrière le bleu. Mais en gros, tu vois ici, la ligne bleue, ça correspond au prix euh, du secteur, au prix de vente dans le secteur manufacturier qui augmente d'un coup, ok, qui même ici à partir de ce point là, voilà, là ici on a commencé à augmenter les taux, on a une chute du prix du secteur des prix du secteur du manufacturier, et là on voit que ça a tendance à stagner et voire à augmenter. Ici les dernières données ont montré que il y a eu une brusque augmentation des prix et également une brusque augmentation des nouvelles commandes, ok, des nouvelles commandes, et donc du coup ce qui montre que ben, forcément bon, malheureusement c'est un peu caché derrière, on le voit pas, mais ça augmente aussi très fortement les nouvelles commandes. Et ça montre quoi? Ça montre que l'économie est en train de repartir. Si les prix augmentent et que les nouvelles commandes augmentent, ben, ça veut dire que l'économie se passe bien. Toi, si t'as plus d'argent, tu vas pas passer. Si jamais les Américains avaient de moins en moins d'argent et que voilà l'économie était au plus mal, ils commanderaient plus. Ok, tu peux plus commander, tu peux plus, t'as plus de pouvoir d'achat. Là, ça montre que le pouvoir d'achat ne se porte pas si mal que ça, étant donné que ben, au niveau des nouvelles commandes, que je parle de pouvoir d'achat voilà, des ménages, mais aussi le pouvoir d'achat des entreprises, d'accord. Dans le même panier, hein, moi je mets ça. Euh, voilà, si jamais on a des nouvelles commandes qui augmentent brusquement, ça veut dire que bah, ils peuvent se permettre d'acheter, donc c'est-à-dire que l'économie ne se porte pas si mal que ça. Et on le rappelle, pour baisser, on baisse les taux d'intérêt quand l'économie est au plus mal et que l'inflation est redescendue, d'accord. Mais sauf que là, l'inflation, c'est quoi? C'est quand les prix augmentent. On voit que là, les prix augmentent, donc l'inflation est loin d'être contrôlée encore, ok. Donc ça nous montre que, pour moi, la Fed ne va pas baisser les taux, comme il y en a beaucoup qui le disent, en mars-avril, d'accord. Ça va plus, pour moi, être deuxième partie d'année, ok. Juillet, août, septembre, ok. Parce que là, on voit que les prix augmentent, les nouvelles commandes augmentent, donc ça veut dire que, voilà, si on regarde les dernières données économiques de l'économie américaine, l'économie se porte très 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 bien. C'est quand même moi ça m'impressionne. Les données sur le chômage c'est positif, même si ça augmente un petit peu, c'est toujours ça augmente toujours moins que ce qu'on prévoit. Tout ce qui est PIB, ça se porte pas si mal que ça. Enfin voilà, c'est les données économiques aux États-Unis, c'est très positif. Donc pour moi, l'inflation est loin d'être contrôlée encore. On était bien parti, mais voilà, à partir de ce point-là, on voit que ici, ça repart un petit peu. Donc voilà, ça c'est un document qui peut nous faire dire que la Fed risque pas de baisser les taux de sitôt. Ici, c'est plutôt un document qui nous montre l'inverse pour ceux qui... Enfin, encore une fois, attention, qui nous montre l'inverse, oui et non. Pour moi, ça ne montre pas forcément l'inverse, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais en gros ça c'est un document qui pourrait donner raison à ceux qui pensent qu'ils vont baisser les taux très prochainement.
Donc si vous préférez que la Réserve fédérale et d'autres grandes banques centrales commencent à réduire leur taux à la prochaine occasion, vous pouvez alors utiliser les données sur les demandes d'assurance au chômage. Même si nous disposons d'une mesure à jour des licenciements, elle indique que le total des demandes d'indemnisation est à nouveau en hausse et proche de son plus haut depuis 2 ans. Comme la Fed se soucie évidemment de la moitié de son mandat consacré au plein emploi, cela ressemble à un argument pour commencer à soutenir ces mesures. Donc, en d'autres termes, ce que veut dire ce texte, c'est que la Fed, dans son mandat, ça porte une grosse importance à tout ce qui est au secteur de l'emploi, d'accord. Et donc du coup, bah, ils veulent pas trop que le chômage augmente trop, parce que ça fait partie de leur mandat de contrôler le taux de chômage, d'accord. Et là on voit que le taux de chômage est au plus haut depuis 2 ans. Sauf que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un rendez-vous économique, je vous parle que euh, les taux de réponse aux enquêtes concernant les entreprises sont au plus bas depuis le Covid. Donc en fait, ces chiffres-là, c'est pas très précis, d'accord. Ça montre une tendance, mais on n'est pas sur une précision extrême, ok. Il me semble que c'est au rendez-vous, c'est au premier épisode du rendez-vous économique. Si vous l'avez pas vu, allez le voir et vous allez comprendre ce que je vous dis là. Mais en gros, voilà, on a un chômage qui est en augmentation, d'accord. On a une demande d'indemnisation au chômage qui est en hausse, mais on va aller voir ensuite de suite le graphique sur du taux de chômage. On reste quand même sur une augmentation, mais on reste quand même sur un taux qui est très bas, d'accord. Le chômage c'est une chose, mais c'est pas la seule donnée à prendre en compte, ok. Ça, ceux qui veulent avoir raison sur le fait qu'ils vont réduire leur taux rapidement, ils regardent que ça. Mais une économie c'est beaucoup plus vaste que regarder seulement le chômage, ok. Si ton pays, toi, tu es dirigeant d'un pays et tu veux savoir, tu veux commencer à baisser les taux, si le chômage augmente, très bien, mais si jamais les prix continuent d'augmenter et les demandes et le niveau de commandes dans le secteur manufacturier, etc. continue d'augmenter également, bah ok, le chômage ça augmente, très bien, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte, d'accord. C'est un tout. Et pour moi, ça, ok, ça montre que on a un taux de chômage qui augmente et du coup, bah voilà, on a tendance à arriver petit à petit vers une baisse des taux. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'en mars-avril, ils vont baisser les taux. Quand on voit ça, quand on voit des prix qui reprennent à la hausse, des nouvelles commandes qui reprennent à la hausse, voilà, il faut, en finance, il ne faut pas regarder qu'une seule source, qu'une seule statistique. Faut regarder plusieurs statistiques, plusieurs sources, et puis ensuite tu fais ta propre interprétation, ok. On regarde pas juste ça, voilà. Un économiste ne te dira jamais oh bah le chômage augmente alors on va baisser les taux. Non, c'est un tout, ok. Et quand tu regardes le tout, je vous dans l'école, dans mon école en ligne, j'ai fait une vidéo qui parle où je passe en revue toute l'économie, je fais une analyse complète de l'économie américaine, et là enfin, voilà, les élèves comprennent de quoi je parle. Voilà, l'économie américaine est loin d'être au plus mal, au point de devoir baisser les taux. Ok. Donc c'est pour moi, mon avis, c'est que la Fed va baisser les taux en 2024, ça c'est quasiment sûr. Mais pas avant la deuxième partie. Ok, moi je vois août-septembre. Ok, à peu près. Après, encore une fois, ça peut aller très vite, d'accord. Les datas économiques peuvent, il peut y avoir des surprises. Mais si on reste sur la tendance actuelle, on va aller le voir de suite. Voilà, ça c'est pour, on est sur le graphique du taux de chômage, ok, unemployment rate. Et donc du coup, on voit que, ok, on reste quand même très bas, d'accord. On reste quand même très bas. On a une augmentation, mais regardez, à ce niveau-ci, ok, en mars 2022, c'est à partir du moment où la Fed a commencé à augmenter ses taux. Ok, on était à un taux de chômage qui était à 3,6%. Ok, actuellement on est à 3,7%. Ok, on est à 0,1% de plus qu'au moment où on a baissé les taux. Ok, donc on voit qu'il y a une augmentation, très bien, mais on n'est pas non plus sur une augmentation, on n'en est pas à 4-5%. Ok, on reste quand même très bas. Ok, le plus bas c'est 3,4. Ok, non, enfin le plus bas de ces voilà de ces dernières voilà depuis 68, voilà le plus bas sans compter voilà dans les années 50 parce que l'économie n'était pas la même. Voilà, le plus bas c'est 3,4 en comptant, enfin le plus bas voilà, hop, on était en 2022, on était au plus bas, au même plus bas qu'on était en 1968, ok. Et on voit que là, le plus bas, du coup, c'est 3,4%, on est à 3,7%, donc on reste quand même très bas, d'accord. Ok, on a une augmentation, ok, mais est-ce qu'une augmentation de 0,3%,
enfin de 0,3 points, ok, ça fait une augmentation voilà, de 8,82%. Est-ce que ça justifie de baisser les taux? Non, quand tu vois que tout ce qui est secteur manufacturier, etc. est en hausse, non. Ok, donc ça c'était voilà, c'était juste pour vous montrer, pour vous illustrer un petit peu mes dires et appuyer appuyer mon opinion, c'est que ok on a des taux de chômage qui sont en hausse, mais vous voyez qu'on reste quand même globalement dans le même range, d'accord? On se situe entre 3,4% et au plus haut 3,9%, ok? Voilà, sachant que voilà, historiquement on a déjà eu des taux de chômage, voilà, quand il y a eu la crise en 2008, etc., on a eu des taux de chômage qui sont montés jusqu'à 10%, là pendant le Covid à 14%, voilà, on a déjà eu voilà, en 2003 on est monté jusqu'à 6%, voilà, là on reste quand même à 3,7%, entre 3,4 et ouais, 3,9. Donc on a un taux de chômage qui augmente, mais bon, c'est une très très faible augmentation pour juste s'appuyer sur ça pour dire la Fed va baisser les taux. Ok. Quel impact maintenant ça pourrait avoir sur les marchés? Euh, on se rappelle, hein, quand un pays baisse ses taux, la devise perd de la valeur. Quand un pays augmente ses taux, la devise prend de la valeur. Ok, ça c'est expliqué pourquoi. Ben, plus il y a des taux intéressants, il y a des taux d'intérêt intéressants, plus ça pousse les investisseurs à investir dans la monnaie du pays. Ok, là on le rappelle, les États-Unis ont des taux d'intérêt à 5,5%. C'est quand même des taux très intéressants pour les Américains, pour la devise américaine. Donc du coup, ça pousse les investisseurs à investir dans le dollar. Et si les investisseurs investissent dans le dollar, ben, ça augmente la demande du dollar. Et donc du coup, le dollar augmente. Okay, et donc du coup, moi, c'est cohérent. J'avais dit à mes élèves que ce ralentissement allait donner lieu à un mouvement haussier. Donc là, depuis le début du mois, ça me donne raison. D'accord, je leur avais dit, voilà, quand le prix était à peu près ici, que là, il y a un ralentissement et que bah, pour moi fondamentalement, techniquement, il n'y avait aucun intérêt à ce que le prix vienne faire des plus bas, et on voit que bah, le prix il est venu faire des plus hauts, et donc du coup moi là le prix pour moi va continuer à venir faire des plus hauts à ce niveau-ci. Donc là je vous le rappelle, on est sur l'indice du dollar, mais donc du coup si on sait que le dollar va augmenter, on sait que bah, ça a un impact sur les autres devises. Ok, tout ce qui va être XXX USD devrait chuter, ok, euro dollar devrait chuter, et tout ce qui est au contraire USD XXX, ça devrait augmenter, ok. Et moi, je trade majoritairement euro-dollar et USD-JPY, et comme par hasard, c'est en confluence, ok. Je vois le dollar augmenter, donc euro-dollar devrait chuter. Et qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-ci? Ben, j'ai un biais baissier, ok. On a une trading range à ce niveau-ci avec avec deux equal low à ce niveau-ci. On devrait venir les chercher et potentiellement venir chercher l'order flow, ok, parce qu'on a un order flow plutôt baissier, ok. On a globalement correction, impulsion, correction, impulsion. On est revenu sur le bloc initial et on devrait chuter. Donc là tout va bien sur l'euro dollar. Si je voyais des plus hauts, ça aurait été un peu bizarre, ok. USD JPY, ça devrait augmenter. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des plus hauts pour venir chercher ces deux equal high à ce niveau-ci, ok. En daily, on a deux equal high à ce niveau-ci et on devrait venir les chercher avant de venir faire des plus bas, ok. Quand la Fed, va baisser les taux, à mon avis, on aura pris cette liquidité-là et on va commencer à chuter. Et aussi, bon après ça c'est un autre sujet, mais on a le Japon qui devrait augmenter ses taux parce que là il y a de l'inflation qui commence à arriver petit à petit. Eux ils veulent pas augmenter les taux, d'accord, les Japonais ont une politique monétaire assez complexe et assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais voilà, USD-JPY, ça devrait sans souci venir chercher cette liquidité là avant de chuter. Donc vous voyez que tout est connecté. Moi je vois un DXY par rapport à la fondamentale, donc ça c'est tout ce que je vous expliquais avant, on a un DXY qui devrait augmenter, donc c'est l'indice du dollar. Et donc du coup ça se répercute sur toutes les autres devises. Donc voilà, j'espère que ce rendez-vous économique t'a plu, t'a intéressé et que t'as tout compris. Sinon n'hésite pas à me poser des questions, que ce soit dans les commentaires de la vidéo ou bien sur le Discord de l'école en ligne. Si jamais il y a des questions intéressantes dans le Discord, je pourrais en faire même des vidéos où ça pourrait être des sujets pour certains appels groupés le week-end. Et n'hésite pas à re-regarder la vidéo ou la mettre un petit peu plus au ralenti en x0,75 peut-être, parce que des fois je sais que j'ai tendance à parler un peu vite. Voilà, c'est quelque chose que j'essaie de travailler sur moi, mais c'est pas facile. Voilà, si jamais il y a des passages où tu vois que je vais trop vite, tu galères à comprendre, ben voilà, n'hésite pas à revenir en arrière ou même à mettre un petit peu au ralenti. Donc voilà, je te souhaite une très bonne matinée, une très bonne après-midi ou une très bonne soirée, et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos rendez-vous économiques.